le plus douloureux dans la famille, c'est que tous ces liens si forts, eh bien, on sait qu'ils vont devoir se transformer. On a tendance à l'oublier. Les parents se trouvent parfois désœuvrés ou étonnés quand ils voient leurs enfants partir. Rien n'est plus pénible que d'être dépositaire d'un secret. Surtout quand on est un enfant ou un adolescent, cet aspect de cocon et de refuge, c'est le plus important. Quel est le lieu de la sécurité? Quel est le lieu où on a chaud? Quel est le lieu où on n'a pas peur? D'aimer pour faire partir, pour se faire quitter. Le don et l'échange, c'est la base de la vie sociale, tous les anthropologues le savent. Oser faire circuler le pouvoir dans la famille, oser être mis en question. Le contraire de l'amour, c'est l'indifférence. La haine, ça fait partie de l'amour. J'ai l'honneur aujourd'hui d'accueillir Sophie Galabru. Sophie Galabru et Serge Effez. Sophie Galabru, vous êtes agrégée docteur en philosophie, vous enseignez au lycée et à l'université. Vous avez signé Le visage de nos colères, publié aux éditions Alary en 2022, où vous proposez une analyse très fine de cette émotion qu'est la colère, souvent conspuée, voire moquée, mais qui peut en réalité se révéler salvatrice, comme vous le montrez dans votre ouvrage. En 2023, vous avez écrit Faire famille, une philosophie des liens, également paru aux éditions Alary, qui entrecroise des enjeux à la fois existentiels, politiques et sociétaux, autour de cette question de la famille, qui va faire l'objet de ce dialogue avec Serge Effez. Serge Effez, vous êtes psychiatre et psychanalyste. Vous êtes responsable de l'unité de thérapie familiale dans le service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière de Paris. Vous avez vous aussi signé de nombreux livres en lien avec notre sujet, notamment Quand la famille s'en mêle chez Gallimard, La fabrique de la famille. Vous avez également fait paraître récemment, en 2022, Transition, réinventer le genre. Et vous écrivez aussi des livres pour enfants, de la littérature jeunesse. Vous avez signé récemment Le Petit Livre pour parler des maladies des petits et des grands. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir également des lycéens du lycée Bernard Palissy, Lys, Eden, Florian et Julie, qui ont fait un atelier de lecture autour du thème de cette rencontre et qui vont donc nous présenter le résultat de cet atelier et poser des questions en ouverture de cette rencontre à Sophie Galabru et à Serge Effez. Voilà, vous pouvez les applaudir. Bonjour à tous. La famille, c'est notre premier cercle d'existence, celui dans lequel on est, on existe, on interagit et se construit. C'est donc un sujet, un des sujets les plus universels qui soit. Pourtant, c'est aussi un sujet largement mécompris, entouré de préjugés, d'images qu'on croit universelles et d'illusions. Donc, nous avons étudié ce livre avec l'aide de 3 professeurs que nous remercions, Nolwenn Pétoin, Elisabeth Pérodin et Marion Blanchet, ici présente. Donc, l'arpentage est une méthode qui remonte au XIXe siècle, qui était utilisée par les ouvriers. Donc, par les ouvriers qui n'avaient pas les moyens ni le temps de lire un livre en entier. Donc le principe était de se partager concrètement un livre à lire en le découpant. Donc voici à quoi ressemble un morceau de livre découpé. Puis chacun restitue son chapitre au cours d'une discussion commune. Donc voilà, le but étant de créer un dialogue autour d'une lecture commune. Avec Faire famille, Sophie Galabru nous aide à démystifier la, ou plutôt les familles. À l'aide de son expérience personnelle, d'exemples cinématographiques, d'études sociologie, de lois et de faits historiques, elle nous fait réfléchir sur ce qui fait la famille et ce que cela implique pour nous et pour la société. Ce livre nous a fait réfléchir. Il nous a aidés à dégager des pistes de réponse et de réflexion. Et on s'est aussi posé des questions qu'on aimerait vous poser aujourd'hui.
Ce qui s'est dégagé de notre lecture commune, collective de ce livre, c'est d'abord que la famille pouvait à la fois jouer le rôle d'un cocon social, d'un refuge qui nous aide à se construire, qui nous porte, qui est plein de promesses aussi, et aussi parfois une entrave et qui peut nous limiter dans certains cas. La famille, c'est un lieu d'attente et d'espoir fort pour chacun des membres. Il nous permet de recevoir de l'amour et de trouver un refuge matériel et affectif pour se réaliser personnellement. La famille nous permet aussi d'avoir un héritage, qu'il est conscient ou inconscient. Il est complexe cet héritage car il nous permet de nous relier à la famille de manière bien comme de manière mauvaise. La famille peut être aussi au cœur de conflits, de tensions, et la haine peut aller de pair avec l'amour que transmet une famille. Une des questions qui revenait souvent lors de nos discussions, c'était le fait de se demander dans quelle mesure peut-on comparer l'État à une famille et qu'est-ce que cela implique. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'avoir, chers lycéens et lycéennes et professeurs, d'avoir travaillé cette question. Merci pour cette première question, le rapport entre... Est-ce que l'État peut être considéré comme une famille ? Je ne le crois pas. Les philosophes grecs eux-mêmes ont tendance à vouloir distinguer famille et corps politique, bien que souvent la comparaison existe dans les classiques de philosophie entre le chef de famille et le chef d'État, ce qui est assez troublant et étonnant. Mais une famille n'est pas un État, une famille c'est un groupe d'individus qui sont reliés par des liens d'interdépendance, c'est un ensemble de biens, c'est un ensemble d'êtres, c'est un ensemble d'affects, et qui n'est pas censé, en tout cas à notre époque et depuis la déconstruction du patriarcat, qui n'est pas censé faire régner un seul chef de famille ou qui n'est pas censé être un État monarchique, qui n'est pas non plus censé être un État, c'est-à-dire qui n'est pas censé être un État, c'est-à-dire une gouvernance sur un territoire et un peuple. Alors bien sûr, il y a quand même l'autorité parentale, c'est-à-dire qu'il y a un couple d'individus ou une seule parfois personne qui a une autorité juridique et politique reconnue sur des mineurs qui sont sous tutelle. Donc c'est tout de même un certain pouvoir politique. Mais ça n'est pas comparable à un État dans le sens où il n'y a pas, à mon sens, de lois préécrites et préétablies, un cortège de sanctions forcément également écrit. Il n'y a pas de... En tout cas, on n'a plus le droit, il n'y a plus de sanctions physiques. Donc, je ne vois mal la comparaison possible. Mais il y a un pouvoir politique dans la famille, puisqu'il y a une autorité parentale et un pouvoir, voire parfois une domination qui s'exerce sur des êtres qui n'ont pas leur pleine liberté et qui sont sous tutelle. Il y a aussi des questions politiques comme le partage équitable ou non des biens, des affects, des symboles. Donc, en ce sens-là, la famille, c'est tout de même une micro-société dans une société qui est traversée par des rapports politiques. Mais ça n'est pas l'État avec un grand E, c'est-à-dire un appareil d'institutions, un cortège, un corpus de lois et de sanctions coercitives préécrites. Et en plus, en la famille, en tout cas pour qu'elle fonctionne, le pouvoir est censé circuler aussi. Ce qui, même dans une démocratie représentative, n'est pas complètement le cas. Le pouvoir ne circule pas, à mon avis, autant qu'il le peut dans une famille. Voilà ma réponse. Peut-être que Serge Efez en a une. Bien sûr, je réponds un peu à la même question. Alors, je vais tout à fait dans le sens de ce que vient de dire Sophie, c'est-à-dire ce qui pourrait le plus différencier l'État de la famille, c'est que dans l'État, les règles sont explicites et qu'il y a des lois qu'on peut contester, qu'on peut transformer, mais qu'elles sont écrites et que c'est ça qui coordonne l'ensemble des citoyens à cette grande famille, disons, entre guillemets, que pourrait être l'État et la société. Dans la famille aussi, il y a des règles, il y a aussi des lois, mais la plupart des règles et des lois sont implicites. Elles sont non dites, elles sont inconscientes, elles vont de soi ou elles ne vont pas de soi.
Et c'est bien parce qu'elles sont non dites et inconscientes que les problèmes commencent dans la famille, parce qu'il faut les décrypter, il faut les déchiffrer, ces lois-là. Alors, on ramène souvent la famille à l'Antiquité grecque, parce que c'est vrai que les premières tragédies grecques, c'est celles qui montrent avec énormément de passion et de brio ce que sont l'intensité des relations dans la famille. Mais tous les personnages de l'Antiquité passent leur temps à essayer de décrypter quelle est la loi qui régit leur existence, quelle est la loi qui fait fonctionner leur famille. Et alors, je voudrais quand même rebondir sur ce que vous avez dit comme définition de la famille, parce que c'est très intéressant. Il y a le mot cocon, il y a le mot refuge, qui sont revenus plusieurs fois. Et bien évidemment, surtout quand on est un enfant ou un adolescent, cet aspect de cocon et de refuge, c'est le plus important. Quel est le lieu de la sécurité? Quel est le lieu où on a chaud? Quel est le lieu où on n'a pas peur? Quel est le lieu où on est protégé, où on est nourri? Et tout ça, c'est extrêmement important. Mais le paradoxe de la famille, c'est qu'il faut la quitter. Le paradoxe de la famille, c'est qu'elle est toujours déjà là, qu'elle s'inscrit depuis Adam et Ève dans une généalogie qui fait que la famille ne meurt jamais et qu'elle transmet depuis toujours des valeurs, une histoire, des places, un sens à qui on est. Donc la famille, ça pourrait être la stabilité la plus grande, et en même temps, la famille est quelque chose qui, au quotidien, chaque jour, se défait et se refait, se transforme, parce qu'il y a des morts, parce qu'il y a des séparations, parce qu'il y a des départs, parce qu'il y a d'autres mariages, parce qu'il y a des divorces, beaucoup de divorces aujourd'hui, beaucoup de transformations, d'autres parents, des beaux-parents, etc., etc. Et que donc, ce groupe-là, il se défait, il se refait, et donc, je dirais que le refuge est à reconstruire en permanence. Il n'est pas donné une fois pour toutes. Et que le plus difficile pour les parents qui ont envie de fournir un cocon et un refuge à leurs enfants, c'est cette idée que on élève les enfants pour qu'ils quittent le nid. Qu'on élève des enfants non pas pour les garder dans ce refuge contre soi, on aimerait bien, éternellement, mais qu'au contraire, on doit les élever pour leur apprendre à être autonomes et pour leur apprendre à nous quitter. Et c'est sans doute ça qui est le plus douloureux dans la famille, c'est que tous ces liens si forts, eh bien, on sait qu'ils vont devoir se transformer. Excusez-moi. Lors de nos ateliers, nous sommes beaucoup revenus sur une question notamment, qui est peut-on s'émanciper totalement de notre famille, même si cette famille est connue pour des actes criminels? Alors, donc votre question, c'est est-ce qu'on peut s'émanciper d'une famille, mais une famille criminelle? Oui. C'est ça. Même criminelle. Je suis en train de réfléchir à la question, en me demandant pourquoi vous vous êtes posé ce problème. Mais effectivement, comme dans je pense que l'émancipation est une question difficile et lourde, surtout pour les adolescents, parce qu'ils sont, à mon avis, encore, et même les jeunes adultes, et même parfois des adultes bien plus avancés, sont pris dans un besoin d'identification, une loyauté aussi envers leurs proches. Et donc, l'idée même de sortir du chemin prétracé par l'histoire familiale, ses parents, est difficile, peut être ressentie comme une trahison, un pas de côté, une dissidence qui nous conduit à être seul, solitaire face à son groupe. Et donc, c'est très difficile et lourd. Et évidemment, d'ailleurs, à chaque fois, j'oublie l'article en particulier, mais la loi est intéressante parce qu'elle explique que quand il y a un délit, alors c'est pas un crime, mais des délits, ce qui peut déjà être assez grave dans une famille commis par un proche, le conjoint ou les proches de la famille ne sont pas forcés d'aller dénoncer un membre de leur famille. Je pense à ça par rapport à ce que vous m'avez dit. Le législateur prenant donc en compte la difficulté que c'est parfois de s'émanciper au point même de trahir le groupe familial et peut-être de dénoncer certains de ses actes en allant les dénoncer à la police et devant la justice. Donc, je crois vraiment que l'émancipation est une question difficile, et c'est vrai, y compris quand il y a des violences, des délits ou même des crimes, parce que la morale familialiste, on peut l'appeler comme ça, c'est-à-dire
la morale selon laquelle le bien, la valeur du bien, c'est le groupe familial, c'est sa cohésion à tout prix, pèse lourdement, à tel point que l'idée d'en sortir, de sortir de ce groupe pour être plus moral ou plus juste et dénoncer ces exactions est difficile quand une telle morale familialiste et l'impératif de cohésion prime. Et néanmoins, je pense que c'est évidemment toujours possible. Mais c'est difficile, et y compris, ça peut paraître paradoxal, quand il y a de la violence ou de l'immoralité dans sa propre famille. Le problème est le même, et il peut être renforcé parce que dénoncer ces actes-là peut vraiment faire exploser la famille, pour le coup. Et donc, le conflit de loyauté, la peur de trahir et d'être le responsable de l'explosion et des sanctions qui vont s'abattre peut être beaucoup trop lourd à porter, mais c'est possible. Alors pour compléter, alors je commence par le mot émancipation, déjà, parce que j'entends bien dans votre question une question plus générale. Qu'est-ce que c'est que s'émanciper d'une famille, au fond? Qu'est-ce que c'est que se séparer d'une famille, sachant que sa famille, on la garde en soi tout au long de sa vie, et qu'elle continue d'exister pour nous, même si même si les protagonistes ne sont plus là, on est relié à un arrière-grand-père qu'on n'a jamais connu, par exemple, et on le sait bien, parce qu'on est une partie de cette histoire familiale, et que cette histoire familiale, on se la raconte, et que donc cette émancipation des liens n'est pas une rupture, mais est une transformation. Qu'est-ce que c'est que s'émanciper de la famille? Eh bien, je reprendrai peut-être le thème de ce colloque, c'est quand on arrive à faire la paix. C'est-à-dire quand on arrive à faire la paix avec ses parents et avec sa famille, c'est-à-dire qu'on arrive à faire la paix à l'intérieur de soi par rapport à tout ce en quoi nos parents ont été frustrants, insatisfaisants, n'ont pas été exactement à l'endroit où on les attendait, n'ont pas répondu le plus précisément possible aux attentes qu'on avait vis-à-vis d'eux, ont été des entraves à notre bon vouloir, à notre désir, nous ont punis, ont été parfois même maltraitants. Tout ça fait partie du lien de tout parent avec les enfants et surtout du ressenti de tous les enfants avec leurs parents. Les parents ne sont jamais parfaits, ils ne sont jamais tout à fait au bon endroit, ils répondent jamais tout à fait à ce qu'on aimerait qu'ils attendent, ils ne vous comprennent pas comme vous aimeriez qu'ils vous comprennent parce qu'ils ne sont pas dans votre tête. Alors qu'on aimerait tellement qu'ils comprennent parfaitement qui on est, mais s'ils sont trop dans votre tête, c'est insupportable, on n'en veut pas, on veut surtout les repousser pour trouver son autonomie. Donc c'est ce qui fait que la paix en famille, c'est un petit peu un oxymore, c'est pas possible. La famille, c'est toujours, comme dans Tolstoï, à la fois la guerre et la paix. Mais il faut passer par ces moments de guerre pour arriver à ces moments de paix, c'est-à-dire pour pacifier le fait que l'autre est différent, que l'autre fait comme il peut, qu'il fait pour le mieux, et qu'il y a un moment où on doit pardonner tout ce qui n'a pas correspondu exactement à vos attentes. Mais alors, si on est dans une famille maltraitante, si on est dans une famille incestueuse, si on est dans une famille où un tas d'horreurs se sont passées, comment est-ce qu'on peut faire la paix? Comment est-ce qu'on peut pardonner? Et ça, c'est un travail de toute une vie. C'est un travail qui parfois est extrêmement long, extrêmement douloureux. Et malheureusement, je suis en général pas très pessimiste par rapport à la façon dont je vois l'évolution des personnes, mais malheureusement, si ça a été trop horrible, si cette famille a été trop maltraitante, eh bien malheureusement, il y a quelque chose qu'on emporte avec soi et qui est très difficile à pacifier d'une estime de soi, d'une bonne image de soi, de se dire que finalement, on n'était pas responsable de tout ce qu'on a subi. Parce que c'est ça le pire pour des personnes, des enfants qui ont été maltraités, c'est qu'ils ont du mal à sortir de l'idée qu'ils sont responsables de leur malheur. Ensuite, une autre question que nous nous sommes posée, c'est quels engagements ou changements politiques pourraient, selon vous, contribuer à faire évoluer nos représentations ou nos attentes de la famille ? Alors,
Ça, c'est très important, le lien de la famille avec la politique. Parce que quand on parle de famille, de quoi est-ce qu'on parle? Déjà, je vous ai dit, quand on parle de famille, on parle de deux choses différentes, qui sont l'horizontalité et la verticalité. C'est-à-dire, quand on parle de famille, on parle à la fois de verticalité, c'est-à-dire de quelque chose qui se transmet depuis toujours et qui existe là depuis toujours et dont nous sommes un élément au bout de ces chaînes de recomposition et de transmission, et que nous portons en nous un héritage, qu'on le veuille ou non, qu'il soit conscient ou inconscient, un héritage de tout ce qui s'est passé dans les générations précédentes et qui s'est déposé à l'intérieur de nous. Donc ça, c'est l'histoire. Et puis, il y a le groupe, ici et maintenant, le groupe de vie, qui habite chez nous. Eh bien, moi, j'habite, me dira un adolescent, avec ma belle-mère, le fils de ma belle-mère, avec l'enfant que mon père a eu d'une première union, etc., etc. Ce que je veux dire par là, et ça, c'est les liens de la famille avec la politique, c'est que la famille n'est plus la famille patriarcale, n'est plus la famille conditionnée par le mariage qu'elle a été jusqu'à il n'y a pas si longtemps, peut-être jusqu'à il y a un demi-siècle. C'est-à-dire que la famille a été unique et indivisible autour du mariage indivisible depuis la nuit des temps, et depuis très peu de temps, 3 générations, ça devient tout à fait autre chose. Ça devient un groupe d'appartenance qui bouge beaucoup, qui bouge en permanence, et dans lequel les différents protagonistes, à côté du père biologique et de la mère biologique, ou de l'ovule et du spermatozoïde duquel on est issu, fait surgir une foule de personnages qui sont là et qui jouent une place, qui jouent un rôle dans notre identité. Comment on se réfère? Comment on se réfère à un don de sperme? Comment on se réfère à un don d'ovocyte? Comment on se réfère à des parents qui vous ont donné à l'adoption dans un autre pays et à cette famille qui est devenue votre famille? Comment on se réfère à 2 pères et 2 mères quand on a un beau-père et une belle-mère depuis qu'on est au monde, depuis qu'on a 5 ou 6 mois? On a beau dire qu'on n'a qu'un père et qu'une mère. Non, c'est pas vrai. On a des groupes parentaux, des réseaux parentaux autour de soi. Et c'est là où intervient la politique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va reconnaître comme famille? À qui on va reconnaître des droits et des devoirs par rapport aux enfants? Comment est-ce que le politique va s'occuper des dons de sperme, par exemple? Est-ce que c'est anonyme ou pas anonyme? Est-ce qu'un enfant qui a été conçu par don, il peut retrouver, non pas son père biologique, j'aime pas ce nom-là, mais son géniteur, disons, la personne qui quand même a transmis quelque chose qui est son patrimoine génétique, etc., etc. Donc le politique, il a à dire qu'est-ce que c'est qu'une famille, et qui en fait partie, et qui n'en fait pas partie. Il peut décider, par exemple, qu'un beau-père qui élève un enfant depuis qu'il est né, même s'il n'est pas son père biologique, peut lui transmettre son patrimoine ou son héritage. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Voilà, il y a plein d'éléments qui font que la famille, ce n'est pas juste le bon vouloir d'être les uns avec les autres, de s'aimer et de ne pas s'aimer, d'être ensemble et de se défaire. C'est aussi un ensemble de lois, de textes et de règles qui structurent la famille telle qu'elle est. Pour compléter ce que disait Serge Effez, je pense aussi à l'amélioration des congés parentaux à la naissance, c'est-à-dire qu'ils sont encore trop courts, mal distribués entre les conjoints. Je pense vraiment que cette question devrait être un sujet prioritaire à méditer pour le politique, d'accorder plus de temps autour de l'accueil et de la naissance d'un enfant, et de permettre aussi aux pères notamment de s'investir davantage, parce que le congé paternité est moins important que le congé maternité. Je pense que ça, c'est un sujet important, surtout quand on parle de droits des femmes et de progrès du féminisme. Je pense aussi à la question de l'adoption qui m'est très chère. L'adoption est encore c'est normal qu'elle soit réglementée et qu'on ne puisse pas adopter en un clin d'œil un enfant, puisqu'il s'agit de protéger les enfants, mais elle est encore longue, lente et difficile, et peut décourager des couples qui se dirigeraient vers cette voie de l'adoption, qui est une voie magnifique, une mission à la fois parentale, intime, magnifique et politique, puisqu'il s'agit d'essayer de sauver ou d'apporter de l'amour à des enfants qui sont seuls. Et puis, la question aussi de la famille recomposée. Et, sur l'adoption et la recherche de ses origines, récemment, le législateur a autorisé, à partir du 1er septembre 2022, on ne le sait pas forcément encore, mais les enfants issus de dons et de PMA
à retrouver leur géniteur. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'anonymat. L'anonymat est levé pour les enfants nés après le 1er septembre 2022 par des PMA. Donc ça veut dire, en tout cas, que l'idéologie nouvelle est le géniteur n'est pas le parent, mais retrouver son géniteur est considéré comme important ou est un droit de l'enfant. Ça, il faut le savoir. Ça questionne parce que moi, j'ai pas d'avis là-dessus, je n'en sais rien si c'est une mesure intéressante ou pas. En tout cas, je pense qu'être un géniteur, ce n'est pas être un parent. Le parent, c'est vraiment celui qui accueille, qui sécurise, qui soigne, qui accompagne, qui aime et se dispute avec son enfant, mais pas simplement un donneur. Donc, bon, ça veut dire que, en tout cas, la famille génétique est devenue importante aux yeux du législateur et il considère que c'est un droit et c'est même important de retrouver son géniteur. Et enfin, sur la famille recomposée, comme l'a dit Serge Effez, et ça, je reçois beaucoup de témoignages dans des rencontres de gens qui, en tout cas en tant que beaux-parents, n'ont pas un statut très clair. Et effectivement, le législateur dit c'est aux parents de donner la dose d'autorité qu'il veut à son conjoint sur ses enfants. Mais et ce conjoint-là, parfois, a élevé des années un enfant, et s'il divorce et se sépare à nouveau, n'a parfois pas de moyen de revoir l'enfant qu'il a élevé, qu'il a aimé, ne peut pas forcément lui léguer, ou voilà, sinon il faut qu'il procède à une adoption juridique, mais les choses sont compliquées pour lui. Je pense que le statut du beau-parent, c'est vraiment important. Il est important de le clarifier et d'avancer là-dessus aussi, étant donné la place des familles recomposées. Alors pour compléter un petit élément que tu viens de dire, parce que moi je me suis beaucoup battu pour justement la levée de l'anonymat des dons de gamètes. Pourquoi ? Non pas avec l'idée qu'on allait retrouver son vrai père ou sa vraie mère, pas du tout, c'est pas de ça dont il s'agit. Le vrai père et la vraie mère, c'est bien évidemment celui qui vous élève, celui qui vous aime, celui qui vous protège, celui avec qui on fait famille. Mais c'est simplement, d'une part, pour tenir compte de la complexité de ce que sont les origines, parce que les origines, c'est cette partie réelle des gens avec qui on est en contact, et puis c'est une partie imaginaire qui est extrêmement importante pour l'enfant. Or, quand un enfant sait qu'il s'origine aussi d'un autre lieu que ce père ou cette mère avec qui il est au quotidien, il imagine, il se raconte des histoires et des tas d'histoires. Il se raconte le fait, par exemple, que ce garçon, il tombe amoureux d'une fille, mais peut-être que cette fille est sa demi-sœur biologique, puisqu'il ne sait pas de quelle origine biologique il est, et ça commence à complexifier, disons, son rapport au monde, alors qu'il serait très simple, justement, de pouvoir le simplifier. En Suède, par exemple, où ça fait très nombreuses années, ça fait 30 ans qu'il n'y a pas d'anonymat de don de gamètes, et où les enfants devenus adultes peuvent être confrontés à leur géniteur, entre guillemets, eh bien, il n'y en a que 10% ou 15% qui le fait, qui va taper à la porte de ce monsieur, lui serrer la main, lui dire « je suis content de faire votre connaissance ». Les autres, ça ne les intéresse même pas, mais ils savent qu'ils peuvent le faire. Et le fait de savoir qu'ils peuvent le faire, c'est quelque chose qui les apaise. Et le dernier point, pour moi, important par rapport à ça, c'est que, finalement, un don de sperme anonyme, on est dans le ni vu ni connu. C'est-à-dire, au fond, c'est comme si c'était un peu honteux. Il y a un monsieur, excusez-moi l'expression, qui va se masturber sur un coin de paillasse et qui s'en va, comme ça, le dos voûté, sans savoir qu'est-ce que tout ça est devenu, alors que ça n'est pas rien de faire un don. Le don et l'échange, c'est la base de la vie sociale. Tous les anthropologues le savent, que aider l'autre, aider celui qui ne peut pas avoir d'enfant à en avoir, c'est un geste important, c'est un geste citoyen, c'est un geste d'une personne envers une autre personne. Et reconnaître cela, c'est-à-dire sortir de l'anonymat, eh bien, c'est nous placer tous dans une société d'échange et de dons, où certains décident de faire un don pour que d'autres soient aidés dans une situation difficile. Donc, si vous voulez, pour toutes ces raisons, moi, je tiens beaucoup à ces levées d'anonymat. Merci pour vos réponses. Merci beaucoup pour vos questions. Je vais enchaîner avec un sujet qu'on a abordé en filigrane, mais qui est très important quand on parle de la famille et quand on parle de la paix en famille, c'est la question du secret de famille. Tout le monde a des secrets de famille, presque tout le monde. Comment se transmettent les secrets de famille ? Serge Effez, vous me disiez que parfois les secrets de famille se transmettent
même quand ils ne sont pas dits, de manière presque magique. Et ces secrets peuvent avoir des effets totalement délétères sur les familles, et particulièrement sur les conflits et sur les relations entre les gens. Donc voilà, j'aimerais qu'on parle un peu de cette question des secrets de famille. Oui, ça c'est une question effectivement très mystérieuse. Comment est-ce qu'on transmet quelque chose que même soi-même on ne connaît pas parfois, et pourtant on le transmet? Comment ça se transmet? Par quoi? J'ai envie de vous dire que ça se transmet par le corps, bien évidemment, et ça se transmet par les sens. Mais peut-être pour rendre ça plus clair, je vous raconte une petite anecdote qui est issue de ma pratique. Alors, j'ai une double pratique. J'ai une pratique de psychanalyste qui fait que je rencontre des sujets qui me racontent leur histoire, avec qui on travaille cette histoire, justement, sur l'ensemble des générations. Et j'ai une pratique de thérapeute familial, ça veut dire que je reçois des familles, toute la famille, dans ma salle de thérapie, c'est-à-dire des parents, des enfants, des beaux-parents, des grands-parents, des demi-frères, des demi-sœurs, des groupes familiaux, parce que, justement, il s'agit de faire la paix. Et il s'agit d'apaiser des conflits, il s'agit d'apaiser une guerre qui est en train de se passer à l'intérieur de sa famille et qui aboutit au fait qu'une jeune fille développe une anorexie, une phobie scolaire, ou se scarifie, enfin tout un tas d'horreurs comme ça. Donc, mais je vous raconte une histoire de psychanalyste parce que pour moi ça illustre très bien cette histoire du secret. C'est un monsieur qui vient me voir pour une psychothérapie, assez banalement, parce que voilà, il s'interroge sur lui-même, il a des moments d'angoisse ou d'anxiété, ou tout ce que vous voulez, mais rien de très très grave. Et il me dit, pendant ce premier entretien, vous savez, je suis séparé d'avec ma compagne, et nous avons un fils de 8 ans, avec lequel je suis en résidence alternée une semaine sur 2. Et heureusement que j'ai cet enfant, parce que c'est la lumière de ma vie, c'est le sens de mon existence. Si je n'avais pas cet enfant, eh bien, j'aurais l'impression de tomber dans un trou noir et que ma vie n'aurait plus aucun sens. Et il ajoute, je dois vous dire que j'étais stérile du fait d'une maladie infantile et que cet enfant est né d'un don de sperme, donc je raccroche avec ce que je disais tout à l'heure, mais que j'ai décidé de ne jamais lui en parler, parce que si je lui en parlais, ça troublerait l'image de son père, et c'est peut-être que, du coup, sa relation avec moi deviendrait moins limpide. Bon, moi, je me la boucle, non, et puis j'attends. Et au bout de 6 mois, ce même homme me dit, vous savez, depuis que je parle avec vous, je me rends compte d'une chose, c'est que chaque fois que je regarde mon fils, je pense à cet homme dont il est issu génétiquement. Alors, vous voyez qu'entre le « je n'y pense jamais » du premier entretien et « j'y pense à chaque fois que je le regarde » du 12e entretien, il y a un gouffre. Et que ce gouffre, c'est justement ce qu'on appelle l'inconscient. C'est-à-dire tout un tas de choses qui se passent à l'intérieur de nous et qui n'affleurent pas, parce qu'elles sont inconscientes, et de temps en temps, elles affleurent à la surface. Et à la surface, cet homme se rend compte qu'il regarde son fils et qu'il pense à cet autre homme. Alors moi, je suis pris à ce moment-là par une vision, moi-même, comme ça m'arrive parfois, et je vois ce père à 4 pattes en train de jouer au train électrique avec son fils chéri, ils rigolent, ils sont contents, ils s'aiment, etc. Et tout à coup, il pense au donneur. Et je vois son regard qui plafonne, et qui voit le donneur dans la pièce, et qui suit ce donneur du regard comme un fantôme qui traverserait la pièce. Et je visualise cet enfant qui voit son père dont le regard part ailleurs, et se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai peut-être dit quelque chose de mal, j'ai peut-être vexé papa, je l'ai rendu triste, pourquoi est-ce que tout à coup il décroche de la relation? Ça, c'est la transmission des secrets. C'est-à-dire qu'on est accordé sur le plan émotionnel et que tout à coup ça se désaccorde. Et ça se désaccorde, parfois on sait pourquoi, parce qu'on pense à autre chose, mais souvent on ne sait pas pourquoi. Parce qu'on est pris justement par autre chose que le discours officiel qui est en train de se passer et qu'on est pris par d'autres histoires. Et souvent, ces histoires, c'est des secrets de famille. Et c'est comme ça que ça se transmet. Ça se transmet par ces désaccordages émotionnels, c'est-à-dire qu'il y a un éléphant dans la pièce tout à coup, mais on ne le voit pas et on ne sait pas ce que c'est. Vous évoquez à travers cette anecdote très intéressante l'importance de la parentalité biologique dans nos imaginaires, dans notre manière de nous comporter avec notre famille. C'est une question pour vous, Sophie Galabru. Pourquoi est-ce qu'on accorde tant d'importance à la parentalité biologique? Est-ce qu'on n'estime pas plus ou moins consciemment que la ressemblance liée à la transmission génétique est la garantie d'une famille heureuse?
avec cette idée portée par le proverbe « qui se ressemble s'assemble ». Et que parce qu'on a les mêmes gènes, on devrait être tous amis dans le meilleur des mondes. Oui, c'est vrai qu'il y a une focalisation importante sur la procréation biologique, sur le partage génétique, sur le fait d'avoir des liens de sang, comme si le sang était le véhicule et le support de l'alliance, de l'amour coûte que coûte, ou malgré toute guerre, de la ressemblance qui fait aimer. Et je pense que c'est à questionner, ces associations-là. La question de savoir pourquoi on fait des enfants est assez mystérieuse. Alors, bon, parfois on peut donner quelques explications, mais elles n'épuisent pas le sujet. Le fantasme narcissique de se voir ou de voir son couple dans son enfant, l'envie d'être prolongé, l'envie aussi de donner ce qu'on a reçu, ce qu'on a envie de communiquer comme joie, comme bonheur. Parfois, c'est des aspirations très vitales, très positives. Il y a plein de choses. Mais à vrai dire, tout l'amour de la vie, de la vitalité, toute la joie, on peut l'apporter par cette alliance biologique ou pas. Donc, la focalisation sur le biologique et le sang peut être liée à l'idée inconsciente que parce qu'on se ressemble, parce qu'on a une apparenté biologique et génétique, quelque chose va peut-être être facilité. Il y a un mois, dans une rencontre, un homme m'a dit « Moi, j'ai pas voulu adopter. » Je vais vous dire très sincèrement pourquoi. Parce que je me suis dit, en cas de problème, d'épreuve, de rejet, de conflit, de difficulté, j'avais peur de ne pas pouvoir assumer, que ce soit encore plus dur si ce n'était pas mon enfant par le sang. Ce qui est étonnant parce que comme si donc le sang, l'alliance du sang est une sorte de lien indéfectible qui pourrait nous permettre d'enjamber les difficultés et de passer outre ces épreuves et de tenir, quoi qu'il arrive, qu'on se tienne, qu'on s'appartienne. Je me demande si c'est pas une excuse ou un alibi parce que on a peur et qu'on est terrorisé d'affronter certaines épreuves de la vie affective, de l'amour familial. C'est une question que je pose. Moi, ça continue d'être une réflexion pour moi. Mais en réalité, à part l'expérience très intense de la maternité, du portage, de l'accouchement, et effectivement, tout ce fantasme que peut générer le biologique, le partage génétique, la parentalité, sinon, est une aventure encore plus vaste que cela. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne veux pas me répéter, mais le prendre soin, accompagner, parler, transmettre. Et en plus, on sait, même d'un point de vue scientifique, que l'habitude de vivre ensemble, de partager des choses, le mimétisme parfois qui a lieu dans la vie familiale et même conjugale, crée des ressemblances même physiques. Donc, en fait, c'est comme si on cherchait un support scientifique et biologique à l'amour, alors que l'amour et le processus d'aimer se joue de toute façon autre part et autrement que par le sang. Mais c'est un fantasme et une focalisation, et il faut dire que la vie culturelle, sociale et politique n'y aide pas. Je veux dire que tout dans notre société est fait pour mettre l'accent sur la parentalité biologique, puisqu'il est un peu plus facile et accessible d'aller vers une PMA qu'une adoption, qu'on soit couple hétérosexuel ou homosexuel. Donc, cela veut donc dire que l'adoption est vraiment considérée comme un plan B et pas une façon d'être parent. Donc, c'est une idéologie, un bain culturel dans lequel nous sommes. Oui, il y a une double dimension dans l'amour, on le sait bien, que nous, psychanalystes, on appelle amour narcissique ou amour objectal. Amour narcissique, ça veut dire s'aimer soi dans l'autre, se retrouver dans l'autre, se regarder dans le miroir de l'autre pour s'y retrouver soi-même, parce que peut-être que soi-même, on est la personne qu'on aime le plus au monde. Ou même si ce n'est pas le cas, en tout cas pour se rassurer par rapport à ça. Or, dire « Oh, regardez, elle a mes mains, elle a mes yeux, elle a mon nez, elle a exactement mes petits pieds, ou elle a les petits pieds de ma mère, ou je ne sais pas, tout ce genre de choses », eh bien, c'est évidemment s'identifier dans l'autre, c'est se retrouver dans l'autre, et c'est au fond donner à l'enfant ce pourquoi ils sont là sur le plan imaginaire avant tout, c'est-à-dire pour se prolonger,
pour se perpétuer et d'une certaine façon pour ne pas mourir, puisque voilà, l'enfant va reprendre en mieux, il va continuer notre vie, il va être encore mieux, il va vivre des choses encore plus belles que toutes celles que j'ai pu vivre. Et ce prolongement-là, eh bien, sur le plan imaginaire, c'est le prolongement des gènes qui sont là depuis toujours, le prolongement génétique du sang, etc. Mais on sait bien que cet amour-là, c'est l'amour qui étouffe. C'est l'amour qui empêche. Si vous ne transmettez à votre enfant que d'être la reproduction de ce que vous avez été, et la continuation, et le fait de pouvoir vous venger d'une certaine façon de tout ce que vous n'avez pas vécu en le vivant en mieux, cet enfant a peu de chances de pouvoir trouver sa propre vie, sa propre histoire et sa propre autonomie. Donc c'est là où on passe de l'amour narcissique à l'amour objectal, c'est-à-dire l'autre, on aime l'autre parce qu'il est autre, et on aime l'autre parce qu'il est différent, et on aime son enfant parce qu'il n'est pas comme on attendait qu'il soit, parce que justement il est frustrant, parce qu'il est décevant, ou parce que juste il vous surprend, et qu'il est complètement autre, complètement différent de toutes ces projections narcissiques que vous pouviez avoir sur lui. Et il y a dans ces questions de la ressemblance quelque chose qui reprend tout ça. Finalement, la plus belle chose qu'on puisse dire à un enfant, c'est « Oh là là, tu ne me ressembles pas du tout. Tu ne me ressembles pas du tout parce que tu es toi et que tu es différent. Et surtout, continue d'être toi et d'être différent. » Et la famille, c'est aussi des histoires d'assignation. C'est aussi parfois dire moi, je veux que tu sois comme ça, je veux que tu occupes ce rôle dans la famille, ce qui fait que la famille est aussi une sorte de petit théâtre miniature où chacun endosse une fonction dans le microcosme familial. Est-ce que c'est en prenant conscience de ces assignations qu'on peut parvenir à aller vers une pacification des rapports ? Ou est-ce que prendre conscience de ces assignations, c'est pas juste parfois choisir de renoncer à sa famille, de quitter sa famille, parce qu'on n'a pas envie de porter sur son dos ce que d'autres ont projeté sur nous? Sophie Galabru ou Serge? Oui, effectivement, c'est vrai que c'est la prolongation de ce qu'on est en train de dire, c'est que le parent, souvent, est dans un fantasme narcissique vis-à-vis de son enfant, c'est pas toujours conscient. C'est parfois pétri de bonnes intentions et de bienveillance. Il vivra mieux que moi, ou je lui donnerai ce que je n'ai pas eu. Ça sera un enfant réparateur, à vocation en fait thérapeutique. Et donc l'enfant est assigné à un rôle. Alors parfois c'est d'autres rôles, mais c'est un exemple. Et le fait d'assigner un scénario et un rôle étouffe, empêche l'altérité de l'enfant d'advenir, même si de toute façon il y aura un héritage du mimétisme, mais il faut effectivement laisser l'enfant pouvoir à un moment donné, surtout quand il grandit et commence à se construire, à s'émanciper, à pouvoir faire le tri, à départager entre ce qu'il a envie de garder et ce qu'il ne veut pas garder, à se laisser questionner ou bousculer, déstabiliser par cet enfant adolescent ou jeune adulte qui veut tracer une route un peu différente et divergente. Et c'est la meilleure façon de faire famille, c'est-à-dire d'accepter la séparation, en fin de compte. Parce que ce projet familial est un projet, comme on l'a dit au début, comme vous l'avez dit Serge, c'est un projet paradoxal et asymétrique, où en fait on se relie pour se séparer, où on s'aime sans se connaître, ou en dépit de toute connaissance, ou malgré toute connaissance décevante, frustrante. Et donc faire famille, c'est accepter la séparation. Je crois qu'il y a une deuxième partie dans votre question que je suis en train d'oublier. Non ? Non, c'est bien. Bon, bah alors. Alors, moi, je tiens beaucoup à cette idée de la famille comme un petit théâtre, comme une pièce de théâtre, en fait. Alors, on peut le voir comme une comédie dans les moments, parfois on le voit comme une tragédie, ça a beaucoup été décrit comme une tragédie, mais enfin, heureusement, souvent, c'est aussi une comédie. Mais pourquoi du théâtre ? Parce que chacun joue un rôle, effectivement. Chacun joue un rôle dans une pièce, comme les 6 personnages en quête d'auteur de Pirandello. Parfois, on joue un rôle et on ne sait pas qu'on le joue. Parfois, on le sait. Alors, ces rôles, c'est quoi ? Alors, les rôles, évidemment, il y a ce qu'on connaît depuis toujours et qui sont les rôles officiels dans la famille. Alors, encore une fois, jusqu'à il y a 50 ans, c'était la famille patriarcale. Le père, il s'assurait de la transmission, il donnait la loi, il dictait la loi. La mère s'assurait des rapports affectifs, du nourrissage, etc. Tout ça dans une parfaite complémentarité. Et les enfants obéissaient au garde à vous, à l'autorité du pater familias. Bon, tout ça a bien changé, comme on le sait. Et donc, les rôles sont devenus plus
plus démocratique, plus incertain, plus partagé, en tout cas entre les parents, moins genré, comme on dirait aujourd'hui. Donc tout ça, effectivement, ça évolue. Mais ça, c'est les rôles apparents. Parce que derrière ces rôles, il y a tout ce que chacun se met à endosser, consciemment ou inconsciemment, par rapport à ce qui se passe dans la famille. Par exemple, vous imaginez une famille où, je ne sais pas moi, il y a une infidélité du côté du père. Tiens, prenons une histoire extrêmement banale. Et où, au contraire, vous avez un père qui est un peu déchu de sa place parce que tout à coup, il est au chômage, qu'il commence à boire et qu'il perd un petit peu sa capacité d'autorité ou de contenance. Vous avez un adolescent de 14 ans qui voit sa mère déprimée parce que, effectivement, elle est triste de cette défection paternelle. Il devient le mari de sa mère. C'est-à-dire qu'il devient et ça c'est des choses que je vois tous les jours en thérapie familiale, il devient le petit mari de sa mère et petit à petit il prend un ascendant sur son père qui se met à avoir un comportement adolescent à l'intérieur de la famille. Il sort le soir sans prévenir, il va boire au bistrot avec ses copains, etc., etc. Donc vous avez un fils qui se parentifie et vous avez un père qui devient adolescent. Donc ça, c'est d'autres places, c'est d'autres assignations de rôles qui se produisent à l'intérieur de la famille. Mais comme cet enfant, ce garçon adolescent, il a un petit frère qui a 2 ans de moins que lui, et que le petit frère ne supporte pas tout à coup ce grand frère qui se met à jouer les papas à la maison, eh bien lui, il se met à ce moment-là à se manifester, à être très bruyant, à arrêter d'aller à l'école, enfin tout ce que vous pouvez imaginer autour de ça. Ce que je veux dire, c'est que se structure dans le temps des places, des rôles et des assignations de rôles, mais dont personne n'est responsable. La maman, elle n'a pas dit à son fils, maintenant c'est toi qui vas être mon mari et c'est toi qui vas t'occuper de ton père. Les choses se structurent. Les places sont complémentaires les unes des autres. Elles s'agencent les unes avec les autres. Et donc, le grand responsable de ça, c'est l'auto-organisation familiale, c'est-à-dire la loi du groupe, en fait, qui fait que pour que le groupe survive, eh ben, c'est comme des naufragés qui se retrouveraient dans une île déserte, tout à coup, eh ben, il faut bien que chacun fasse quelque chose pour que le groupe survive. Et la famille, c'est un petit peu comme ça, à certains moments. Et quand je reçois ces familles en thérapie, c'est à ça que j'essaye d'être attentif. C'est quelle place, quel rôle occupe ce membre de la famille à ce moment du temps. Est-ce que c'est une place saine, entre guillemets, en tout cas une place viable? Je ne pense pas qu'un adolescent qui joue un rôle de père dans la famille, ce soit une place viable pour lui, parce que ça lui fait louper justement ce stade très important de son adolescence et de sa quête de liberté. Je pense que ça l'entrave. Donc on va essayer de réagencer les choses autour de ça. Mais il faut que tout le monde y participe à ce mouvement-là. On ne peut pas juste prendre en charge cet adolescent parentifié, on peut essayer, mais c'est difficile parce qu'il faut que tout le monde soit d'accord pour retrouver des rôles plus harmonieux avec les uns avec les autres. Donc, c'est un petit peu ça, le travail avec la famille. On devient tout à coup comme un metteur en scène, avec une famille qui nous délivre une pièce sous nos yeux, mais dont les rôles sont un peu obscurs pour eux, et on essaye de les mettre en évidence. En vous écoutant, Serge, je me suis dit peut-être quand même que il y a une place un rôle un peu plus clair du côté des parents plus que des enfants. C'est-à-dire que les parents osent occuper leur place d'adultes accompagnants, sécurisants, responsables, et même qu'ils osent incarner l'autorité, qui est un mot très complexe et rendu complexe par la déconstruction de l'autoritarisme parfaitement légitime et sain. Mais aujourd'hui, je le vois aussi en tant que professeur, les parents se trouvent souvent culpabilisés ou désœuvrés face à la place qu'ils doivent occuper face à leurs enfants et à l'autorité qu'ils peuvent ou non incarner. Parce qu'on leur a dit à juste titre que l'autoritarisme, c'est une chose qui revient à de la domination et de la violence, à de la coercition extrême. Mais l'autorité est un terme qu'ils ont toujours. Rappelons-le, ils ont toujours l'autorité parentale, mais ils ne savent pas forcément exactement ce que c'est. Et je pense que là aussi, il devrait y avoir une réflexion
social large là-dessus, parce que l'autorité, c'est à mon sens le fait de non seulement protéger, mais aussi guider son enfant. Ça ne veut pas dire que ce qu'il va proposer ne sera pas déconstruit, contesté, mais il doit pouvoir proposer quelque chose à son enfant. Des valeurs, un décryptage du monde, lui poser des limites aussi, et parfois quand il en a besoin, pour apprendre à faire un apprentissage de la réalité, de l'altérité, du temps, des limites. Et je pense, à mon avis, que ça, c'est un rôle assez clair que devraient jouer les parents et qui est parfois très flouté ou rendu ambigu. Et donc, ils n'osent pas toujours être responsables ou avoir une autorité. Et donc, il y a un floutage des relations qui existe où le parent est parfois l'enfant de son parent ou un ami de son enfant. Et je pense que c'est problématique. Et Serge Effès, ce grand metteur en scène, est-ce que ça n'a pas été pendant plusieurs centaines d'années le père de famille, le pater familias, qui venait assigner les rôles? Est-ce que finalement l'éclatement de la figure du pater familias n'a pas contribué à rendre les choses parfois un peu plus troubles et plus compliquées, pour le mieux à certains moments, mais parfois créant une espèce de nébuleuse qui rend les rapports familiaux peut-être pas plus belliqueux, mais en tout cas plus compliqués? Alors je dirais pas que le metteur en scène c'était le pater familias, parce que le pater familias il fait partie de la pièce, et que son rôle de pater familias fait partie de cette gigantesque mise en scène des relations familiales. Mais ce qui se jouait, ça venait justement, c'est que ça venait d'ailleurs, c'est que toute la question, l'autorité n'était pas immanente, c'est-à-dire qu'elle ne naissait pas de l'intérieur du groupe, mais elle était transcendante, c'est-à-dire qu'elle venait d'ailleurs. Qu'est-ce que c'était que le pater familias? Le pater familias, c'était le représentant du roi dans la famille, le roi étant lui-même le représentant de Dieu le Père. Donc, une société éminemment verticale, hiérarchisée, transcendante, et qui reproduit dans la micro-société qu'est la famille les règles hiérarchiques de la société monarchique et de droit divin dans laquelle nous étions. On a coupé la tête au roi et Dieu est mort aujourd'hui. Donc, ça veut dire que cette transcendance qui confère au père de famille, comme ça, qui ruisselle sur le père de famille pour lui conférer son autorité, eh bien, elle n'est plus de cet ordre-là. Elle n'est plus de cet ordre hiérarchique, c'est-à-dire qu'elle n'est pas donnée par l'ensemble de l'organisation sociale et par l'impact du religieux sur nos sociétés. Donc, effectivement, elle est à recréer et elle est à réinventer à l'échelle de chaque famille, mais ça veut dire que sa légitimité doit toujours être, comme le disait Sophie, doit toujours être réaffirmée d'une certaine façon, et surtout que, alors là je ne parle pas du père de... Alors on est passé, comme vous le savez, et ça a pris du temps, il y a eu la Révolution, on a coupé la tête au roi, puis il y a eu le Code Napoléon de 1804 qui parlait de puissance paternelle dans la famille. Il a fallu attendre 1970 pour qu'on passe de la puissance paternelle à l'autorité parentale conjointe. 1970, ça date quand même pas d'il y a 3 siècles. Hein. Donc ça voulait dire qu'en 1970, on a reconnu une autorité conjointe entre les pères et les mères et des capacités équivalentes aux femmes et aux hommes pour exercer le processus d'autorité à l'intérieur de la famille. Et depuis, ça essaye de s'accorder dans un couple par... Puis aujourd'hui, les couples parentaux, ça peut être 2 femmes, 2 hommes, une femme seule, un homme seul, enfin, etc. Donc tout ça, c'est beaucoup transformé. Mais que l'autorité n'est plus l'apanage d'un individu. Elle lui est donnée par un consensus de groupe et une reconnaissance. Sophie Galabru, la familiarité qui fait que la famille est aussi ce huis clos dont on parlait tout à l'heure, est-ce que c'est pas aussi une des causes des disputes, voire des guerres intrafamiliales? Est-ce que c'est pas important d'apprendre à mettre un peu de distance pour faire la paix, mais aussi pour avoir la paix dans sa famille? Je pense, Noël approche, aux repas de famille qui sont toujours des moments incroyables, mais incroyablement compliqués aussi. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez.
Oui, il y a deux questions. Pour la question du huis clos, effectivement, le fait qu'on vive sous le même toit pendant un temps donné, relativement court, somme toute, ça peut être une tranche de vie, 20 ans, et d'ailleurs, souvent, on a tendance à l'oublier. Les parents se trouvent parfois désœuvrés ou étonnés quand ils voient leurs enfants partir, et la vie est complètement changée, parce qu'on a vécu 20 ans tous ensemble, et brutalement, il n'y a plus personne, ou le foyer se vide. Et c'est toujours un moment extrêmement déstabilisant et dur, qui ramène à cette mission parfois un peu sacrificielle ou en tout cas désintéressée de la parentalité, qui est d'aimer pour faire partir, d'aimer pour faire partir, pour se faire quitter. C'est quand même un drôle d'amour, une drôle d'alliance pendant un temps donné où on se fait aimer, on aime pour être quitté, et c'est toujours éprouvant. Mais oui, je pense que la promiscuité géographique et l'intimité dans ce foyer peut être gage d'une illusion que l'on connaît, que l'on possède l'autre, que l'on a pouvoir sur lui ou sur elle. Or, le garde-fou qu'il faudrait essayer, je ne sais pas si on peut tout intellectualiser et se dire cela, mais c'est que l'autre, même le plus proche et lointain, est autre. Et que j'ai beau avoir fait des enfants, ou j'ai beau vivre tout le temps avec mes parents, mon frère et ma sœur, je ne les connais pas. Je ne les connais pas complètement, et ils ne m'appartiennent pas. Et comme le disait Kant, créer des enfants, c'est créer des êtres libres. C'est créer des êtres libres, oui, sous tutelle pendant un moment donné, mais qui sont fondamentalement, philosophiquement libres, et qui vont l'être politiquement. Donc, il faut se préparer assez tôt, et se souvenir et se rappeler à bon escient cette réalité, pour ne pas être peut-être choqué ou impréparé quand cette liberté se manifeste dans la critique, le départ géographique, et se dire comment va-t-on conserver nos liens après ce départ du foyer. Quand il n'y aura plus l'autorité et le soin à donner, que restera-t-il? Que va-t-on se donner entre nous? Et c'est là où le fait d'avoir été, moi j'appelle ça être un guide spirituel pour ces enfants, ou d'avoir été un accompagnant, une écoute, d'avoir engrangé des conversations, est fondamental, parce que peut-être c'est tout ce qui restera. L'écoute, le dialogue, des activités communes, mais il n'y aura plus le rapport d'autorité ou de soins, enfin a priori. Yep. Allez-y, Serge. J'aime bien cette image du repas de Noël, parce que je vais vous dire, là ça va commencer avec mes patients, mais en général, à un mois de Noël, ils arrivent tous dans mon cabinet en disant « Oh là 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 là, ça va être Noël, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, ça va être terrible, ça va être comme l'année dernière, on va encore s'étriper au-dessus du rôti, si on se met à parler politique, ça va être épouvantable. » Bref, et à la fois, j'entends bien dans ce qu'ils disent à quel point ils frémissent de plaisir de pouvoir retrouver cette atmosphère familiale de guerre dans la paix, ou de paix dans la guerre, je ne sais pas comment le dire. Donc, ça veut dire, qu'est-ce qu'ils sentent au moment de ce repas de Noël? Eh bien, ils sentent que Noël, effectivement, ça se reproduit à date fixe, depuis qu'ils sont nés, à la même époque, et que ça veut dire donc qu'à Noël, on régresse. Régresser, ça veut dire qu'on revient en arrière. Même si on a aujourd'hui 40 ans, qu'on a ses propres enfants, qu'on a quitté le foyer depuis longtemps, qu'on voit ses parents le plus possible, mais finalement assez rarement, se retrouver autour de la table de Noël, c'est retrouver tous les Noëls antérieurs. Et ça montre bien la façon dont on se construit psychiquement. Quand on grandit, on n'abandonne pas une part de soi. C'est pas, la vie, c'est pas une évolution linéaire, c'est comme un millefeuille, c'est des couches qui se mettent les unes au-dessus des autres. Et ce qu'on a été quand on était nourrisson et quand on était enfant, c'est encore là. Quand on est un adulte responsable et que tout à coup on tombe amoureux passionnellement de quelqu'un et qu'on revit les affres de la fusion bien heureuse qu'on a connue quand on était enfant. Donc tout ça est là. Vous avez des frères et des sœurs adultes qui se retrouvent autour d'une table, et qu'est-ce qu'ils ressentent? Ils ressentent les rivalités d'enfants, quand ils vous piquaient votre camion, ou quand ils ne voulaient pas partager votre jeu, ou qu'ils vous cassaient la figure, etc. J'ai entendu récemment encore une histoire où deux frères qui avaient été très rivaux comme ça, celui qui est le plus âgé, qui a 38 ans, dit à son frère qui a 35 ans « Écoute, tu pourrais t'occuper de ton fils quand même, il fait trop de bruit, il nous embête tous ». Et cet homme de 35 ans se jetait à la gorge de son frère pour l'étrangler, tellement il ne supportait pas de retrouver cette rivalité fraternelle du frère aîné au jour d'aujourd'hui. Donc, tout ça est là. Et alors, qu'est-ce que c'est que grandir? Est-ce que c'est un peu ce qu'on disait? C'est pacifier tout ça. C'est-à-dire, c'est pacifier tous ces sentiments, c'est pacifier cette rivalité, cette jalousie, c'est pardonner, c'est passer à autre chose. Mais il y a des moments, et Noël est un moment privilégié pour que tout ça réaffleure.
Justement, est-ce que pacifier, comment vous définissez, quelle définition vous proposez de la paix, même si c'est un sujet très large à la fin de cette rencontre? En vous écoutant, je me suis dit que la paix fixe, la paix durable, la paix définitive dans la famille, est-elle possible et est-ce qu'elle est souhaitable? Je fais un lien là avec les sujets de géopolitique que nous avons déjà eu l'occasion d'aborder pendant ces rencontres. Il y a une expression de Kant qui est que parfois la paix, c'est la paix des cimetières. Donc c'est une paix qui est imposée par un ordre et qui fait beaucoup souffrir les gens dans le cadre de la famille. Est-ce qu'en famille, il ne faut pas plutôt viser plus modestement l'équilibre, la joie dans le chaos, la compréhension mutuelle et aussi l'humour, l'autodérision, des choses un peu moins impossibles à mener que la paix de tout le monde et des rapports absolument impeccables? Oui, moi je dis se trouver un équilibre instable. Bon, c'est-à-dire, en fait, ce qui est important de donner à ses enfants, à mon avis, c'est pas l'amour, c'est l'amour de la vie, c'est la vitalité. Donc que les choses soient toujours en mouvement et quand on a une vitalité, on sait que les choses évoluent, changent, et on a confiance dans ce changement, dans la souplesse, la plasticité des choses, des liens. Et donc, oser faire circuler le pouvoir dans la famille, oser être remis en question, oser aussi parfois prendre sa place ou s'affirmer et avoir une conflictualité, parce que non, il n'y a pas de paix, ou alors paix des cimetières, il n'y a pas de paix sans conflictualité à mon sens, parce que la conflictualité où le fait d'exprimer son désaccord permet de réguler le lien et d'éviter l'exaspération par frustration, par sentiment d'humiliation, par déception, d'aller vers de la violence ou de la haine. En tout cas, une haine qui serait vraiment destructivité et rapport de force durable. Donc, oser faire circuler le pouvoir, oser prendre sa place, oser parfois avoir des conflits. Et vous avez raison, moi je pense que rire aussi, c'est-à-dire voir par moments la vie ou ses liens au second degré, être capable de dérision, de rire, d'écoute de l'autre même si on n'est pas d'accord, et d'analyser, comme disait Serge, l'environnement familial comme un petit théâtre où chacun occupe son rôle, ou essaye de le bouger, ou essaye d'en prendre un autre. C'est important à mon avis pour dédramatiser et rendre les liens plus souples, plus plastiques, si je puis m'exprimer ainsi. Oui, c'est-à-dire que le contraire de l'amour, c'est pas la haine. Le contraire de l'amour, c'est l'indifférence. La haine, ça fait partie de l'amour. C'est consubstantiel à l'amour et que c'est ça qu'il s'agit d'apprivoiser et de reconnaître. C'est cette partie haineuse de l'amour qui est là depuis toujours, depuis qu'on est un nourrisson, encore une fois, parce que c'est là qu'on apprend l'amour. Évidemment, le nourrisson, il vient au monde, il est complètement démuni. Et il apprend quoi? Il apprend le lien et toutes les émotions qui sont liées au lien. Et toutes ces émotions qu'on appelle amour, elles sont contradictoires parce qu'encore une fois, l'autre est frustrant, l'autre est décevant, qu'il ne répond pas exactement à tous vos besoins, que la maman ou le papa s'en va, qu'il revient. Enfin bref, l'amour, c'est pas de tout repos. Et on apprend à pacifier ça petit à petit, c'est-à-dire à pacifier ce qu'on peut appeler les clivages entre le bon papa et le mauvais papa, la bonne maman et la mauvaise maman. Donc tout ça, ça s'apprivoise tout au long de l'existence et on apprend à dompter, à civiliser cette partie haineuse de l'amour. Parce qu'il n'y a pas 36 000 sortes d'amour. L'amour pour son frère, l'amour pour son meilleur ami, l'amour pour la personne aimée qu'on va rencontrer par la suite. Il n'y a qu'une forme d'amour. C'est cet amour-là qu'on commence à habiter depuis notre naissance et qu'on transforme, qu'on transfère tout au long de notre vie sur d'autres personnes et sur d'autres objets. Donc si on ne sait pas apprivoiser cet amour, c'est-à-dire supporter ces clivages à l'intérieur de soi, c'est très difficile de nouer des liens tranquilles avec les autres. Donc comment est-ce qu'on fait la paix en tranquillisant tout ça? Et ça permet justement aussi d'accepter quoi? Le temps, tout simplement. Ce papa, par exemple, qui a été peut-être un papa un peu tyran, un peu despote quand on était adolescent, tout à coup ça devient un vieux monsieur, puis il faut le porter sur son fauteuil roulant, puis il faut lui donner à manger.
Et à ce moment-là, c'est à la fois ce même père, celui qui vous a tyrannisé, et celui qui est démuni comme un nourrisson avec vous et dont vous vous occupez comme d'un nourrisson. Et c'est ça les transformations de l'amour. C'est le même lien, mais c'est les transformations des affects à l'intérieur du lien. Et ça nous accompagne toute la vie. Sophie, il me semble que dans votre livre, il y a une formule qui pourrait conclure et résumer un peu tout ce qui a été dit. C'est famille, je vous aime, H-A-I-M-E, avec cette idée que la famille est toujours ce mélange assez inquiétant et assez fascinant d'amour et de haine. Bah oui, c'est ce que disait Serge, c'est l'ambivalence que connaît bien la psychanalyse de l'amour et de la haine, mais la haine qui n'est pas l'envie de détruire, mais une agressivité pour mettre à distance, pour repousser quand on se sent envahi, étouffé, voire abusé. Et donc c'est un régulateur. C'est un régulateur parce que l'amour-fusion ou possessivité peut peut-être, dans un moment de régression heureuse, être agréable, mais enfin n'est pas durable pour devenir un individu, un être à part entière. Donc on a besoin de repousser, on a besoin d'envoyer balader. Et d'ailleurs, quand on aime de manière assez sereine et confiante, on s'envoie balader sans dramatiser. Merci beaucoup. Je vais vous laisser poser vos questions. Voilà. N'hésitez pas. Vous pouvez applaudir nos deux intervenants. Bonjour. Merci pour la qualité de ces échanges, autant les étudiants que les professionnels. Je voudrais vous dire que je suis relativement en paix avec ma famille d'origine, donc avec toutes les engueulades que ça comporte, et les crises, et l'amour et surtout la fidélité. Je crois que la fidélité, c'est quelque chose d'important quand on a fait la paix avec sa famille. Et comme je suis relativement en paix avec cette famille et que j'en ai pas construit moi-même de famille, je voudrais parler d'une des familles que j'ai choisies. C'est un couple d'amis. Et le positionnement que l'on peut avoir par rapport au secret de cette famille. Je suis la marraine d'une de leurs enfants. Et je me sens une responsabilité vis-à-vis d'un secret. Et je voulais que vous me disiez comment est-ce qu'on se positionne par rapport au secret d'une famille d'amis. Tant que les protagonistes sont vivants, est-ce qu'il faut aller essayer de trouver des réponses, ou est-ce qu'on est passif par rapport à ça? Enfin voilà, j'essaie de trouver la place juste, et c'est pas toujours confortable là pour le coup. Et j'aurais besoin, peut-être ça aidera d'autres personnes, de vos éclairages. Merci. On aurait aimé en savoir un peu plus, mais bon, on va se contenter de ce que vous dites, mais vous éveillez évidemment beaucoup de curiosité. Mais rien n'est plus pénible que d'être dépositaire d'un secret. C'est la chose la plus inconfortable qu'on puisse vivre, parce que, encore une fois, on vous a envoyé le mistigris, et puis vous le gardez dans les bras, et puis vous ne pouvez pas renvoyer, c'est-à-dire que du coup, ça rompt le jeu, ça rompt le lien du fait de se renvoyer la balle, comme ça, les uns avec les autres. Mais alors, je peux en dire plus si vous voulez. Simplement, le papa de ma filleule ne connaît pas son géniteur, la maman n'en parle jamais, on ne sait rien sur ce grand-père en fait. Et je ne voudrais pas que sur les petites filles, il y a 3 filles, 3 petites de 2 mois, 2 ans et 6 ans, voilà, que ce secret soit trop lourd pour elles. Et je suis témoin de ça, comme vous dites, et voilà, que faire avec ça? Voilà. Ce qui est lourd pour elles, c'est qu'on ne leur raconte pas d'histoire. Les enfants, ils ont besoin qu'on leur raconte des histoires, qu'on leur raconte des contes, et des contes avec des parents qu'on ne connaît pas, ou il y en a plein. Vous savez, je reprends mon histoire du type tout à l'heure, là, avec son train électrique et son enfant. Donc, quand il a pris conscience de ça en séance, qu'est-ce qu'il a fait? Il a couru dans une librairie et il a trouvé un bouquin, comme il y en a beaucoup maintenant, sur le don. Un bouquin où un monsieur ne peut pas avoir d'enfant, et puis grâce à la petite graine d'un autre monsieur très gentil, eh bien, ils peuvent avoir. Et donc, il ramène ce bouquin à la maison, il raconte l'histoire à son fils. Et il lui dit, tu vois, cette belle histoire, eh bien, il n'y a pas assez de 2 personnes pour faire un bel enfant, et qu'il y a un monsieur très gentil qui donne une petite graine, parce que l'autre n'en a pas. Puis il y a un papa qui a très envie d'avoir un enfant, et qui, grâce à cette petite graine, peut devenir un papa merveilleux pour cet enfant. C'est des belles histoires, tout ça. C'est pas forcément des histoires terribles. L'histoire est terrible et comment dire, est pernicieuse pour l'enfant tant qu'on lui raconte pas, justement.
Quand on lui raconte, tout à coup, tout devient intelligible. Donc il faut trouver comment raconter cette histoire à des enfants pour que ça soit un joli conte et pas un conte plein de fantômes qui font peur. Merci. Qu'en est-il de la transmission des croyances de toutes sortes, pourquoi pas religieuses, non partagées par les parents à leurs enfants? Et quelle source de conflit cela peut provoquer? Le même conflit que lorsqu'on impose des désirs, des valeurs ou des croyances religieuses ou non qui suscitent des questionnements, un manque d'adhésion de la part des enfants. Bon, généralement, les enfants, encore une fois, ont besoin de s'identifier et d'être proches de leurs parents. Donc, ils ont plutôt tendance à adhérer même à ce qu'ils ne comprennent pas ou ce qui pose question. Maintenant, arrive un âge où peut-être, souvent à l'adolescence, les croyances non partagées deviennent insupportables et sont rejetées. Et c'est même un bon prétexte pour prendre de la distance que de rejeter ces croyances-là. Eh bien, ça créera une conflictualité qui peut être non résolue si les parents n'acceptent pas ces divergences ou ces dissidences, ou résolue si on laisse les enfants, les adolescents développer leur rejet, avoir leurs propres croyances. Mais je ne sais pas si je réponds exactement à la question que vous me posiez. Peut-être. Oui. Voilà. Des croyances non partagées par les parents? Chacun, oui. Oui, mais je pense que ça peut créer une conflictualité, mais sans heurts ni haine, si on accepte de comprendre, ou même si on ne comprend pas, si on accepte la croyance de l'autre. Je ne sais pas. En fait, le drame commence quand on est rigide ou crispé sur sa croyance, en étant convaincu qu'elle est une vérité, et la vérité unique et absolue à imposer de manière totalitaire à son groupe. Mais après, ça c'est dans le cas le plus dramatique, mais la conflictualité de positions différentes n'est pas un problème, même dans une famille, à mon sens. Oui, si vous voulez, tout à fait. C'est-à-dire que pour faire groupe, il faut croire ensemble. Que ce groupe soit une famille ou soit un groupe social X ou Y, ce qui est le tissu du groupe, c'est les croyances partagées. Qu'on croit ensemble aux mêmes choses, aux mêmes valeurs, ça peut être religieux, laïque, de quelque ordre, mais que c'est croire ensemble qui est la texture du groupe. Et croire ensemble dans une famille, c'est extrêmement important. Mais qu'est-ce que c'est que la croyance? La croyance, ça repose sur le doute. Le fait de croire, c'est aussi le fait de mettre en doute ce à quoi vous croyez. C'est ce qu'on appelle le mécanisme de déni, c'est-à-dire c'est trier les informations pour qu'elles correspondent aux croyances, puis quand même se dire peut-être que ça c'est juste, ça c'est pas juste, ça c'est vrai, ça c'est pas vrai. C'est très important les croyances, c'est ce qui nous fait, dans cette salle aussi, je pense, on tient tous ensemble aujourd'hui sur la croyance de maintenant on fait la paix par exemple. Même si on sait bien que c'est une utopie, eh bien ça nous fait tenir ensemble. Et que, évidemment, dans une famille, c'est extrêmement important, et c'est important que ce soit accordé. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de désaccordage. On peut ne pas être en accord, mais être accordés les uns avec les autres autour de ces croyances communes. Quand une famille fonctionne comme une secte, ou quand une famille fait partie d'une secte, parce que j'en ai connu, par exemple, on n'est plus dans l'ordre de la croyance, on est dans l'ordre de la conviction, c'est-à-dire de la paranoïa. Tout ce qui va mettre en doute cette croyance est suspect et dangereux. Et c'est ça qui est transmis aux enfants, c'est-à-dire tout ce que vous mettrez en doute des croyances qu'on vous transmet, eh bien, c'est dangereux et tu ne dois pas le faire, et tu ne dois pas le faire, et tu ne dois même pas le penser. D'accord ? Donc c'est cet interdit de penser qui rend la famille sectaire, comme éventuellement la secte à laquelle elle participe. Alors, quand il y a des discordances, par exemple entre les deux parents, mais même prenez une discordance, par exemple, prenez une famille platiste qui croit que la Terre est plate. Ce n'est pas du tout une curiosité. Il y a, je crois, 10% des gens aux États-Unis qui pensent que la Terre est plate. Donc l'enfant, il va à l'école et on lui dit la Terre est ronde. Qu'est-ce qu'il va croire? Il va croire son prof qui lui dit la Terre est ronde, il va croire ses parents qui lui disent la Terre est plate. Qu'est-ce qui se passe? Il y a ce qui s'appelle un conflit de loyauté. Il est en conflit, c'est-à-dire qu'il transporte à l'intérieur de lui le conflit, et que c'est ce conflit qu'il habite,
entre deux réalités, entre deux valeurs, entre deux croyances, si vous voulez. Si on peut dire qu'il s'agit d'une croyance pour ce qu'il en est de la tête. Quand c'est entre ces deux parents, et ça, il n'y a pas besoin que les parents divorcent ou se séparent pour que l'enfant soit pris en conflit de loyauté. Effectivement, si ce que lui transmettent chacun des parents est incompatible pour s'accorder avec ce que transmet l'autre, eh bien, l'enfant, il est dans un conflit de loyauté. Et ça veut dire qu'il va se structurer autour d'un conflit intérieur. Et que ce n'est pas la paix, ça. Avoir un conflit intérieur, c'est le contraire d'être en paix à l'intérieur de soi. Bonjour, excusez-moi de prendre la parole. J'ai une question, je vous ai écouté tout du long, et je me demandais si au final, ce qui ne motive pas, ce qui n'est pas moteur derrière la famille, derrière l'amour, est-ce que c'est pas la peur de l'adversité, la peur de la solitude? Est-ce que c'est pas ça le moteur d'une famille au final? Est-ce que vous pouvez me donner tort? Si, moi je suis d'accord avec vous. Je pense que la peur d'être seul, la peur de mourir seul peut motiver à fonder une famille. Hegel dit que les enfants prennent en charge les anciens et même les morts. Donc le rôle d'une famille peut être celui-ci, d'être une sorte de pare-choc, mais peut-être un peu illusoire, mais qu'importe, pour contrer cette adversité, cette exposition nue à la vie, à ses aléas, à ses accidents et à l'ultime qui est la mort. Moi, je le pense, je partage l'idée que vous soulevez. Je pense que ça peut être un motif sérieux de l'envie de fonder une famille et de surmonter la mort par l'idée d'une prolongation de soi dans des générations et sa progéniture. Oui, je suis assez d'accord, mais sans le voir de façon trop négative, ce qu'il faut voir, c'est que la peur, c'est notre sentiment le plus primitif. C'est celui qui nous habite, c'est le premier qui nous habite, c'est l'angoisse. Il suffit d'avoir eu des bébés pour voir à quel point la peur les habite très vite. Moi, j'ai la chance maintenant d'avoir élevé des enfants, puis d'être grand-père, et j'ai plein de tout petits autour de moi, et du coup, ça me remet en connexion avec toutes ces émotions très précoces de l'enfant. Il y en a toujours un qui va se réveiller la nuit en disant j'ai peur, il y en a toujours un qui ne va pas vouloir aller se coucher en disant j'ai peur, mais c'est pas qu'il a peur. Il a peur de quoi? Il a peur de la rupture du lien. Il a peur que si sa maman ou son papa ou son grand-père n'est pas là, collé à lui, il va disparaître. C'est la mort dont parle Sophie, c'est ça, c'est tous les avatars de la mort. Donc effectivement, on pourrait dire que ce qui nous fait tenir ensemble et ce qui nous rend le lien si précieux, c'est que ça permet de calmer ses peurs, tout simplement. Et que la peur de la solitude, qui est la pire peur qui puisse nous traverser. Alors après, on peut adorer être seul, mais quand on adore être seul, c'est qu'on a emmagasiné, introjecté suffisamment de références et de partenaires à l'intérieur de soi pour pas qu'ils soient là dans la réalité. Mais ça, il ne faut pas demander ça aux nourrissons et aux petits-enfants. C'est pas encore le temps. Donc ce que je veux dire, c'est que c'est pas désespérant de se dire au fond, on se met ensemble et puis on fait famille parce qu'on a peur et que si on n'avait pas peur, on serait tellement heureux d'être tout seul. Non, c'est que c'est la peur qui façonne le lien au départ, je pense. Bonjour et merci. De toutes les évolutions familiales dont vous avez parlé, il y en a une, j'ai l'impression, qui est un peu passée sous silence, c'est qu'on bouge plus et que les familles s'élargissent en kilomètres et que comme on s'élargit en kilomètres, on se voit moins, et quand on se voit moins, on espère plus, et donc on fait monter les tensions et la pression, et que comme on s'éloigne plus, on fait rentrer un peu de l'extérieur dans la famille, puisque parfois, pour seconder un parent qui vieillit, on va avoir besoin d'un EHPAD ou d'un aidant ou de quelque chose qui n'a rien à voir avec la famille, mais qui rentre quand même un petit peu dans la famille. Oui, je trouve que vous avez raison. Je pense qu'il y a un éloignement géographique, mais aussi une diminution du temps et de la disponibilité qu'on peut accorder, que ce soit à ses enfants, ses parents âgés, et qui crée qui crée un problème, et qui en France en tout cas, parce que c'est pas toujours comme ça, par exemple en Espagne ou en Italie, qui mène à l'introduction d'un tiers pour s'en occuper. Je parle surtout des parents âgés. Et ça, c'est une mutation effectivement importante et qui peut distendre les liens et augmenter les tensions, c'est vrai. Et le numérique n'y pallie pas toujours, parce que moi j'entends beaucoup de parents, de grands-parents dire que, et en fait c'est même attesté par des études, que les adolescents ou les jeunes adultes très connectés sur leur smartphone ou les réseaux
sont de plus en plus isolés, voient de moins en moins leurs amis et ne répondent pas toujours au téléphone quand on les contacte. Donc, paradoxalement, l'éloignement géographique et le manque de disponibilité n'est pas compensé ou réparé par le numérique. Donc, ça veut dire que la solution est ailleurs. C'est pas dans le fait d'être ultra connecté, mais c'est dans le fait de vouloir faire ce don du temps, parce que je pense que le premier don, le premier bien, c'est le temps. Et donc, ce qu'on a de plus précieux à offrir, c'est ça. Il faut pouvoir s'organiser pour le prendre, évidemment. Mais je pense que c'est le temps qu'il faut essayer d'emmagasiner, de donner pour réparer ces distances. Et c'est pas forcément le numérique. Moi, je crois pas. Oui, c'est vrai, mais prendre le temps de téléphoner longuement, c'est quand même, à mon sens, un don de son temps, et que certains ne font pas. Parce que justement, ils se disent ouais, la conversation va durer, ou avec mes grands-parents, ça va être trop long, ou parce que justement, on ne se parle pas assez, ça va être long. Donc moi, je pense quand même que prendre le temps de communiquer, d'appeler ou d'écrire, c'est un don de son temps. Évidemment, si on peut se déplacer et réduire les distances, mais c'est vrai que ça fait partie des mutations de la famille. C'est qu'avant, il y avait plusieurs générations qui vivaient sous le même toit, 3 générations sous le même toit, généralement. Et maintenant, c'est 2 générations et sur une durée assez limitée. Encore que, en Italie, par exemple, et ça va peut-être venir en France, les jeunes reviennent habiter chez leurs parents, faute de moyens pour vivre seuls et autonomes. Mais oui, maintenant, c'est 2 générations pour un temps limité. C'est-à-dire, au fond, puisqu'on est parti sur cette question du lien, qu'est-ce que c'est qu'un lien ? C'est pas juste une façon de se représenter l'autre, c'est pas juste une nomination, c'est mon frère, c'est ma mère, etc. C'est un lien de ce type. Le lien, c'est ce qu'on éprouve ensemble, c'est une expérience partagée à un moment du temps. C'est ça qui nourrit le lien, c'est le fait d'éprouver ensemble. Et que après, on peut se le rappeler, on peut se le raconter, on peut se le mémoriser, on peut l'écrire, on peut en faire un roman, mais que c'est l'expérience du lien qui est constitutive de notre humanité. C'est l'éprouver du lien qui est constitutif de notre humanité. Alors on peut éprouver au téléphone, c'est encore mieux d'éprouver évidemment en présence de l'autre. On peut éprouver en téléphone sur des écrans, etc., comme c'est beaucoup aujourd'hui. Mais effectivement, comme dit Sophie, il faut se donner le temps que cet éprouvé soit partagé. On peut aller au cinéma, avoir beaucoup de plaisir à voir un film, mais si on va au cinéma avec quelqu'un et qu'on voit le film en même temps et qu'on éprouve en même temps, c'est une autre expérience. C'est une expérience partagée. Et c'est une expérience qui nourrit le lien. Ce n'est pas seulement le film qui va nous nourrir, c'est ce nourrissage du lien. Bonjour, merci. On a beaucoup parlé de loyauté, on a parlé de construction, on a parlé de transmission. Je suis confronté à des jeunes adolescents ou des jeunes adultes qui, eux, n'ont pas forcément, de par leur parcours de vie, notamment des jeunes qui ont été accompagnés par l'ASE. Moi, je me pose la question, enfin, je les vois évoluer, et même si je suis plein d'espoir pour eux, sauront-ils faire famille et sur quoi s'appuient-ils pour faire famille ? Ça rejoint, je crois, une question qu'on se posait tout à l'heure, c'est-à-dire que les liens ultérieurs n'étant que la transformation des liens précoces, il faut effectivement pouvoir s'appuyer sur ces liens précoces pour les transformer, les transférer, etc. Mais je ne voudrais pas transmettre l'idée désespérante que tout se joue avant 3 ans ou avant 5 ans et que si on n'a vécu que des expériences traumatiques, plus rien n'est possible. Tout est encore possible parce que d'autres expériences peuvent avoir lieu, d'autres liens peuvent avoir lieu. Moi, des enfants de l'ASE, j'en ai connu des brouettes. Et que s'il y a la chance, tout à coup, d'avoir un éducateur, une figure d'étayage, une famille d'accueil qui est différente des autres, parce qu'un vrai lien se tisse, eh bien, l'expérience du lien peut quand même régénérer quelque chose qui n'a pas eu lieu. C'est plus difficile, mais c'est évidemment possible. Évidemment. Oui, bonjour. J'aimerais, s'il vous plaît, que vous nous parliez de la violence verbale dans la famille, c'est-à-dire des enfants vis-à-vis des parents vis-à-vis des enfants, et de cette violence verbale dans le couple
qui imprègne la famille, d'où la difficulté justement de faire lien et de faire sens dans cette famille. Vous parlez des insultes, on va jusqu'à la violence verbale, vous pensez à ça? Oui, c'est sûr que le patriarcat n'est politiquement ou juridiquement plus en place, mais ça met un temps beaucoup plus long pour que culturellement et psychologiquement, il se défasse. Et d'autant plus qu'on a beau être baigné dans une atmosphère progressiste ou féministe, on a pu être élevé, et les hommes ont pu être élevés par des parents, par des hommes qui étaient encore dans une atmosphère beaucoup plus machiste ou patriarcale. Et souvent, on est par loyauté fidèle à son éducation. Et on la réitère, on la répète bien volontiers sans s'en rendre compte, parce qu'on n'a peut-être pas fait le travail de déconstruire, de critiquer ses parents. Donc, et ça vaut aussi pour les hommes vis-à-vis du schéma dans lequel ils ont vécu, de leur père. Donc, si chacun ne fait pas ce travail personnel, ce recul critique, cette déconstruction de son éducation, mais ce n'est pas simplement un travail intellectuel, ça n'est pas dur intellectuellement de le faire, c'est dur affectivement de le faire. Parce que oser critiquer ses parents, c'est donc oser dire « je les aime » malgré certaines choses. Je les aime, mais il y a eu ci ou il y a eu cela. Et je m'instaure comme une instance légitime d'évaluation. Et je ne suis plus complètement dépendante ou soumise au regard de mes parents, à leur projet éducatif, à leur code éthique et de valeurs ou de comportement. Et j'ose être ma propre instance d'évaluation et de jugement. Et ça, c'est une opération difficile qui demande de s'aimer suffisamment soi-même, d'avoir confiance en soi. Parce qu'en fait, c'est sûr que le lien est fondamental. S'être ressenti aimé est fondamental pour avoir de la confiance en soi. Et quand on ne s'est pas senti suffisamment aimé, c'est peut-être plus compliqué que d'oser faire ce pas de côté et de s'émanciper du regard de ses parents et de leur amour qu'on attend parfois toute sa vie, surtout quand il n'est pas venu. Donc voilà, je pense que l'idée de l'opération critique est fondamentale pour déconstruire son éducation, et ce n'est pas une opération intellectuelle, vraiment, je tiens à le dire. C'est une opération peut-être qui demande une forme de courage, d'audace, de confiance en soi, de responsabilité aussi, parce que ce que l'on veut accepter pour soi, est-ce qu'on veut l'infliger à ses enfants? Et c'est là où la posture d'adulte est à réfléchir. Et être adulte et être parent implique d'être responsable. Alors, ça n'est peut-être que des mots, mais c'est important de le rappeler. Et la loi le rappelle aussi. Donc, moi, je suis attachée au mot d'autorité. J'ai beaucoup zigzagué sur cette question, mais je pense que ce mot existe toujours. Il fait partie de l'apanage du parent, et donc ça doit impliquer en effet certaines obligations. Et donc l'obligation peut-être de remettre en question sa violence, de regarder sa violence quand elle existe verbalement ou par les coups, par la négligence, de l'entendre si un enfant pleure ou pose des questions ou met en doute ce qui est en train de se passer, ou s'il souffre. Donc c'est une responsabilité de ne pas rester un éternel enfant fidèle, loyal à ses parents, mais d'oser pour ses enfants, pour ceux ou pour les enfants qu'on voit à côté de soi, d'être critique et d'être responsable, je dirais. Mais je n'ai pas de réponse, cette solution magique à vous apporter. C'est sûr qu'il y a une hausse de la violence verbale, un floutage des relations parents-enfants, mais je pense que c'est aussi une question de responsabilisation et du rappel aussi, parce qu'on parle beaucoup d'amour, et le mot est important, mais le respect ou la responsabilité, c'est aussi une chose. C'est-à-dire que
la question n'est même plus de savoir si on veut aimer ou pas, mais si on veut respecter et être responsable des enfants qu'on a accueillis. Et ça, parfois, ça remet un peu de rationalité ou ça dédramatise les choses. Voyez, c'est-à-dire, peut-être que vous n'arrivez pas à aimer pendant un temps, ou vous êtes épuisé, vous n'avez pas la disponibilité, mais être responsable et honorer certaines de ses obligations, ça, c'est quelque chose d'incontournable et qu'on ne peut pas discuter, à mon sens. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter, on arrive à la fin. Non, ça me paraît assez complet. Merci à toutes et tous. Vous pouvez retrouver nos 2 intervenants juste à côté pour des signatures de leurs livres. Et je précise aussi qu'il y a une urne juste à la sortie de la salle. Vous pouvez poser toutes vos questions, à la fois aux intervenants en particulier et et des questions générales. N'hésitez pas, elles seront toutes traitées lundi à la conférence plénière de sortie. Merci à toutes et tous.